vous remercie d'accueillir le PDG d'Akeo+, Stéphane Morel. Bonsoir, Stéphane, merci d'être avec nous. Stéphane Morel, PDG d'Akeo+. Alors, justement, vous allez nous expliquer ces robots qui sont là sur la droite de la scène pour le public. On va pas, parce que c'est dans votre ADN, hein, c'est les capteurs, c'est tout ce qu'on retrouve à l'intérieur des robots. On va parler machine learning aussi, on est vraiment en plein dans l'actualité. Et puis, vous êtes aujourd'hui, vous allez nous le dire, dans l'aéronautique, l'industrie automobile. Voilà, vous avez 10 minutes pour nous en parler. Bonsoir, merci. Alors aujourd'hui, on a parlé beaucoup d'expérience et nous, aujourd'hui, chez Akeo+, on a le plaisir de vous présenter une innovation qu'on a réalisée qui est une plateforme numérique qui s'appelle Akeo Spine et qui permet de digitaliser l'expérience. Donc digitaliser l'expérience pour nous, c'est digitaliser un savoir-faire, c'est digitaliser une expertise. Donc ce soir, on va vous présenter 2 use cases sur un robot collaboratif et aussi sur des problématiques de contrôle qualité, donc de contrôle de défaut d'aspect en particulier, à travers notre plateforme Akeo Spine. Donc, en gros, Akeo Spine, c'est ni plus ni moins qu'un digitaliseur d'expérience. Qu'est-ce que c'est qu'un digitaliseur d'expérience? En 2 mots, ça ressemble étrangement à un magnétophone ou à un caméscope. L'idée, c'est de pouvoir transférer un savoir-faire à une technologie type numérique pour pouvoir la rejouer, pour pouvoir la enregistrer et surtout aussi pouvoir l'améliorer. Donc nous, on l'a augmenté avec des nouveaux objets comme les robots et aussi le machine learning qui est une des clés pour pouvoir réaliser ce type de digitalisation dans notre nouveau monde. Donc en gros, moi je viens de l'industrie, donc comme je viens de l'industrie, j'ai commencé à le faire pour nos problématiques et nos clients et partenaires qui sont aussi des intégrateurs. Et notre rôle, c'est pouvoir simplifier en assemblant tous ces composants qui sont des robots, qui sont des capteurs, qui sont des automates, et aussi beaucoup l'interface avec l'homme, qui est l'opérateur, qui est en interaction très forte avec nos machines de plus en plus. Et tout ça, c'est très compliqué. Yann, je pense qu'il peut témoigner là-dessus. D'assembler ces éléments, c'est quand même pas aussi simple que ça, et on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Juste avant de rentrer dans le détail, je voudrais un petit peu vous donner les tendances un petit peu dans ce monde qui bouge dans le numérique et les robots. Donc globalement, je voudrais donner quelques chiffres quand même si ce n'est pas l'objet de la démonstration, mais il faut quand même savoir que d'ici 2019, 30% des robots déployés seront des robots collaboratifs intelligents qui travailleront au contact de l'humain. On aura aussi d'ici 2018, 45% des 200 principales sociétés qui travaillent dans le e-commerce qui utiliseront des robots pour déployer la logistique et la distribution. On aura en 2019, 30% des applications robotiques seront sous la forme de robot as a service. Ça veut dire que la notion de robot sera ni plus ni moins que quelque chose qu'on utilisera vraiment pour le service. On aura aussi d'ici 2019, les principales entreprises de logistique, de la santé, du service public utiliseront des bots intelligents. Donc des bots intelligents, si vous vous rappelez ce qu'a dit Joël de René ce matin, ce sont ces fameux robots dits numériques qui ne sont pas obligatoirement visibles physiquement. Ensuite, nous aurons d'ici 2020, nous aurons aussi des robots connectés au cloud. Et c'est dans le cloud que l'intelligence sera déportée. Et ça, c'est extrêmement nouveau. C'est des concepts qui sont en train d'arriver très fortement. Et ensuite, 2020, nous aurons aussi 40% des robots connectés sur ce type de plateforme. Voilà, je voulais vous donner un petit peu les tendances, parce qu'effectivement, en robotique en France, on n'est pas les plus avancés. Et je pense qu'on a encore pas mal d'efforts à faire. Et on voit un petit peu les tendances qui vont arriver très très vite. Donc maintenant, rentrons un petit peu dans le cas particulier de ce qu'on va vous montrer tout à l'heure. Prenons un exemple simple. Un robot équipé de, on va dire, 2 caméras. On va dire, bon, rien de très compliqué en ça, pour essayer d'illustrer. Il faut arriver à faire quoi? Premièrement, il faut arriver à connecter tout ça mécaniquement. On a vu Yann, comme il nous a expliqué, la taille d'une usine, la complexité que ça peut être. Imaginez aussi au niveau des composants mécatroniques, ce n'est pas une chose simple. Ensuite, on va avoir la problématique de connectique. On a autant de prises que l'on veut sur le marché, entre des équipements qui viennent du Japon, de l'Allemagne, etc. Il y a aussi quelque chose de très important à faire là-dessus. Et ensuite, nous, c'est plus notre partie actuellement, c'est de pouvoir aussi faire parler tout cet ensemble dans un seul et unique univers pour que l'opérateur, que les gens qui ne sont pas initiés à ces problématiques, puissent facilement reconfigurer des machines intelligentes. Donc ensuite, le dernier point qui est très important, bien sûr, c'est tout ça avec une notion de coût et de rapidité d'exécution.
Donc en gros, le schéma de principe est assez simple. On va se retrouver avec une plateforme qui va pouvoir connecter un ensemble de composants, des robots mobiles, des robots fixes, aussi des AGV, on va avoir des caméras, des composants externes, des PLC. Et en fait, notre travail, ça a été vraiment de travailler en collaboration avec des partenaires, donc généralement des géants industriels qui fabriquent des composants type robotique. Et nous, on a mis à l'intérieur de notre plateforme Akeo Spine et Akeo Experience un moteur de machine learning qui va permettre vraiment d'amener cette facilité d'exécution. Donc Coralie, que vous voyez à l'œuvre, est en train de faire une digitalisation d'une expérience gestuelle. Donc en gros, elle va apprendre à ce robot de créer, on appelle ça voilà, un pick and place. Et l'objectif, une fois qu'elle a réalisé cette fonction, tout simplement, c'est de pouvoir rejouer effectivement cette expertise. Donc à l'intérieur de ça, on va utiliser dans notre plateforme des outils effectivement de connectique entre des sensors, des moteurs, donc ça c'est très important. Donc là on est sur un cas d'usage assez simple, mais il faut imaginer sur une machine très complexe qui peut être dans l'aéronautique ou dans l'automobile, tout de suite c'est beaucoup moins aisé. Et ensuite, donc, pour parler de la partie machine learning, donc on utilise nous en particulier des techniques des réseaux de neurones qui s'appellent le deep learning en particulier. Ces technologies nous permettent effectivement de pouvoir définir des trajectoires qui ne sont impossibles par rapport à la mécanique même d'un bras robotique. Imaginez aujourd'hui que vous, intuitivement, quand vous avez vos articulations qui est bloquée, vous allez trouver une solution parce que votre cerveau est habitué. Mais pour un robot, ça reste des moteurs et des capteurs. Ce n'est pas aussi simple que ça. Voilà, donc maintenant, je vais demander à Coralie de relancer et de demander, je dirais, au robot de rejouer l'expérience dès que tu seras prête. Voilà, et donc tout simplement, grâce à ce type d'objet et d'algorithmie derrière, on peut repartir sur une tâche très simple. Il faut quand même comprendre qu'il y a très peu de temps, ce type de tâche pouvait prendre presque, 2 voire 3 semaines de programmation. Il y a pas plus tard que 10 ans en arrière, on était à peu près sur ce type de temps de développement pour arriver à faire ce type de geste. Voilà. Donc, on a volontairement amené d'autres partenaires, des robots, on ne peut pas tous jouer avec ici, c'est un petit peu compliqué. Donc, je voulais remercier aussi tous les partenaires qui jouent le jeu avec nous, de plus en plus, sur l'ouverture de leurs contrôleurs, pour qu'à la fin, notre plateforme puisse avoir de plus en plus de valeur. Voilà, on travaille avec des géants de l'aéronautique qui nous font confiance là-dessus, et on essaye de la faire devenir une référence dans le monde industriel pour l'instant. Voilà. Deuxième cas d'usage, je voudrais parler des problématiques de contrôle de défaut dans l'industrie. Alors, contrôle de défaut dans l'industrie, pas uniquement. Je me suis rendu compte, en voyageant un peu partout, que ça pouvait être aussi utilisé dans les problématiques de laboratoire, d'université. On part du principe qu'aujourd'hui, le travail opérateur, qui est de dire 24/24, de contrôler à travers une bino ou de contrôler toute la journée des pièces, on estime que l'homme, je pense, a d'autres valeurs dans l'industrie. Mais cette problématique est extrêmement difficile, c'est basé sur du cognitif. Donc on utilise notre plateforme, on va lancer une vidéo. À partir de cette vidéo, vous allez vous rendre compte un petit peu comment tout ça fonctionne. Donc très rapidement, on a une phase d'apprentissage. Cette phase d'apprentissage, c'est une collecte d'images, tout simplement. Et ici, on va apprendre ensuite. On va expliquer quels sont les défauts qu'on voudrait détecter. Donc là, imaginez quelqu'un qui est expert dans votre usine pour pouvoir dire « Ah, ça c'est un défaut, ça c'est un défaut, ça c'est une pièce bonne ». Ensuite, on passe dans une phase d'entraînement. Et une fois que l'entraînement est réalisé, il faut imaginer que tout ça peut prendre quelques heures de calcul, on passe en phase de contrôle. Et donc là, on a digitalisé aussi l'expérience et le savoir-faire de ce que c'est qu'un défaut. Avant, il fallait passer par des heures et des heures de programmation chez des spécialistes. Aujourd'hui, c'est directement dans votre usine et ça peut être fait en quelques heures. Donc, je vais repasser sur les slides. Donc, on a développé un site web en collaboration avec la société Awabot, qui sont spécialistes du web dans ces problématiques-là. Un site web ouvert, je vous invite à y aller. Vous pouvez poster vos images, vous pouvez tester, c'est gratuit. Nous, ce qu'on voudrait, c'est éduquer le marché pour qu'on utilise ce type de techno. Alors, c'est limité en taille, bien évidemment, vous ne pouvez pas faire une usine avec ça. Mais voilà, retenez le site web et allez dessus.
On tient à remercier rapidement les partenaires, bien sûr, R&D qui nous ont aidés dans cette aventure, donc BPI France et bien sûr l'Europe. Et on a été récompensé à plusieurs reprises dans différents trophées l'innovation. Récemment, on a été aussi remercié par Louis Chetzer, qui est je dirais responsable du programme PIA à Lyon. Et pour finir, voilà un petit peu notre innovation. Donc globalement, les gains, je pense qu'il me reste quelques secondes pour en parler. Donc les gains importants, c'est quoi? Vous imaginez, quand on fait une machine, il faut passer avec la supply chain, il faut passer avec les partenaires. On a pu se rendre compte, on a à peu près 45 machines qui tournent maintenant en production dans le milieu industriel. On s'est rendu compte qu'on pouvait diviser par 10 le temps de développement d'une machine. Donc, globalement, on imagine très bien les coûts directs aussi et d'investissement que ça peut représenter. Sur certains cas, on est tombé jusqu'à diviser par 2 les prix, je dirais, les prix machines. Et ce n'est pas encore suffisant. On sait qu'il faut encore aller plus loin et on sait que les équipements vont commencer à descendre en termes de prix et de délai. Voilà.